Bienvenue sur la Batterie Podcast saison 2. Bonjour à toutes et à tous. Encore une première pour cet épisode, puisque je suis en déplacement à Lyon, où nous allons être reçus par l'incroyable équipe de passionnés de la marque Asba. Asba, c'est une marque de batterie disparue depuis les années 80, mais que l'équipe, avec son savoir-faire, a ressuscité. Dans cet épisode, vous allez découvrir entre autres comment on fabrique une batterie, quels sont les bois utilisés, et on va parler aussi un peu de l'histoire de la marque. Et on commence tout de suite par une présentation de l'atelier avec Thomas. C'est parti. Bon, bienvenue à la Batterie Podcast, bienvenue chez Asba. Donc nous voilà dans le nouvel atelier Asba. Donc on est situé à Lyon et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est présent ici. Depuis qu'on a racheté la société, on a voulu un lieu accueillant, chaleureux. On reçoit du monde tous les jours, donc pour nous c'est important d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien. Déjà pour nous parce qu'on y travaille tous les jours. Et également c'est un lieu qu'on a vraiment voulu ouvert au public. On a voulu sortir un petit peu de cette opacité qu'il pouvait y avoir peut-être avant ou même dans certaines sociétés où les gens n'aiment pas trop partager un petit peu leur secret de fabrication, leur savoir-faire. Et nous, on a pris un peu ce contre-pied. Voilà, on accueille du monde, on accueille du public. Et voilà, on a des visites un petit peu tous les jours. Bon, c'est du job aussi, c'est de l'investissement. Mais on est vraiment content de le faire. Donc voilà, un joli bar en formica, années 60. Donc on peut commencer la visite justement par ce poste ici. Donc là actuellement, là on est sur une table à découpe, donc c'est ici qu'on va venir encoller justement tous les bois. En fait, on se disait tout à l'heure que tous les bois étaient fabriqués, tous les fûts étaient fabriqués à l'atelier ici en interne par mes collègues Benjamin et Jean-Marc. Donc ici on vient encoller les différents bois qu'on vient ensuite positionner dans des matrices. Donc on a quelques matrices ici par exemple, on en a un petit peu partout dans l'atelier. Toute la partie matrice va être amenée ensuite à être déplacée dans la partie supérieure de l'atelier. Donc on a 200 mètres carrés en bas et 200 mètres carrés en haut. Donc voilà, là on a des matrices de production de fûts fait maison, du coup par Benjamin. Et donc c'est des protos de matrices qui font le job, qui vont très très bien. Et actuellement on développe des nouvelles matrices qui seront encore plus performantes, plus durables dans le temps. Donc voilà. Donc on encolle les fûts, ça va dans les matrices et ensuite on vient exercer une pression qui nous permet de venir coller les plis de bois. Et on laisse sécher en fonction des bois, on va dire une 12aine d'heures. Ok, de toute façon Benjamin va nous expliquer un petit peu ça peut-être en détail tout de suite. Benjamin et Jean-Marc qui sont les facteurs de batterie prendront le temps de rentrer dans le détail. Ensuite voilà, donc on sort des fûts, là on a des exemples de bois sortis récemment, donc là ils ont été découpés, on va en faire une caisse claire de celui-là. On voit encore toute la colle dessus, donc le bois il est brut un petit peu, donc là tu vois la colle, voilà. Donc ensuite tout ça c'est travaillé. On vient à plusieurs reprises du coup, on vient travailler sur ce marbre de précision, dans lequel on a déjà présenté le process plusieurs fois, mais on vient poser une lumière à l'intérieur, tu sais, et on vient voir au niveau de la planéité si la lumière passe sur le dessous. Et en fonction de ce qu'on voit, du coup, on vient rattraper. On a ici, on a aussi une table à égrener avec différents grains. Et on vient ensuite travailler un fût parfaitement plan. L'idée, c'est d'avoir des fûts faciles à régler, qui tiennent le bas. Et voilà, et vraiment parfaitement plan, comme des culasses de voiture. Voilà. Là ici on a Jean-Marc du coup qui vient égrener l'intérieur des fûts. Bravo Jean-Marc. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir on ne reconnaît pas vraiment là, mais on sait que c'est lui derrière. Donc là ensuite on est sur des fûts qui sont parfaitement égrenés à l'intérieur. Ça c'est l'étape avant de les cirer, tu sais, à la cire d'abeille. Tous nos fûts bois sont cirés à l'intérieur à la cire d'abeille du Beaujolais. Et ça leur confère un aspect antifongique, qui est plus résistant à l'humidité, toutes ces choses-là. Donc la partie ponçage. On a également ici toute la partie perçage, tu sais, pour percer les fûts. Nos tables de traçage ici. Donc on a deux tables de traçage
Voilà, en fonction, on vient positionner notre fût ici. Et en fonction ensuite du nombre de coquilles qu'on va souhaiter mettre sur le fût, on vient scaler sur les couleurs rouge, vert ou bleu en fonction du nombre de coquilles que tu souhaites. Si tu souhaites 8 coquilles, 10 coquilles. Et donc voilà, ça c'est la table de traçage propre aux fabricants de batteries. Donc voilà, ensuite on a nos différents gabarits qui viennent nous dire à quel endroit percer, tu sais, pour les vents, pour les coquilles simples, les coquilles doubles, toutes ces choses-là. Ok. Voilà. Ici, hop, je te présente toute la cabine de peinture dans laquelle on vient. C'est ici que tous les finishes sont réalisés en fait. Donc la cabine de peinture là-bas, tu vois. Donc là, Benjamin est en train de faire une caisse claire. On réalise des tests également. On est voilà. Et oui, et là on voit justement quelques nouveaux coloris. Voilà, Les voilà. tests, ouais, des tests. Là, on quelques a tests. un test en cours pour la batterie du groupe Deluxe. Et également pour la future batterie de Simon Goubert. Donc on est en train de faire des tests, voilà. Il n'y a rien de défini encore. Benjamin fait des tests. Il les propose aux batteurs. On attend leur retour. Et en fait, chez Asbab, la batterie est co-créée avec la personne qui va l'utiliser après. Contrairement à une batterie que tu vas acheter dans le commerce qui est faite pour tout le monde. Ici, la batterie, elle est faite pour toi. Donc voilà. On se situe vraiment entre l'artisan et l'entreprise qui fait des batteries en série. Je veux dire, on est sur un volume. On fabrique en moyenne allez, une douzaine de batteries par mois, plus les caissières. Et là, ensuite, on a toute la partie assemblage sur laquelle. C'est quand même la plus facile là. Là, c'est tranquille. Voilà, là, c'est vraiment peinard. Bien sûr, on plaisante, mais Donc, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours une personne qui va venir contrôler le travail que l'autre a fait, en fait. Et ça, c'est super important. À la fin, on a une checklist. Et les batteries faites par Jean-Marc vont être checkées par Léo, par Benjamin ou inversement. Donc voilà, l'idée c'est qu'une batterie sorte de l'atelier, zéro défaut possible. Et donc voilà, bah tiens là tu vois, on voit les rayons de cire d'abeille, hop, de cire d'abeille qu'on utilise, tu sais, pour venir cirer l'intérieur de nos fûts. Hop, ensuite tu vois, hop, là on a la cire d'abeille, voilà. Et ensuite, c'est ciré à l'intérieur avec les collants de nos femmes. Et c'est ça le secret de la réussite. Donc voilà, c'est pas une blague, c'est la vérité. Envoyez-nous vos collants. Et donc voilà, toute la visserie à l'intérieur des fûts. Donc on n'est que sur la visserie inox. Donc niveau qualité, l'inox ne va pas rouiller ou quoi que ce soit. le fait que ce soit en inox, ça veut dire qu'il y a d'autres fabricants où Ah oui. la cassiège n'est pas en inox. Alors là, je te parle de toute la visserie. Bah, tiens, viens voir si tu veux, je peux te montrer. C'est un exemple. On aime bien souvent montrer ça. Hop. Tu vois, là, on est sur de la visserie. On est sur de la visserie traditionnelle qui peuvent être présents dans pas mal de marques, tu vois. Regarde, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelques mois dans une cave, tu vois. Oui, des choses assez courantes. Donc voilà, donc ça coûte pas cher. C'est aujourd'hui, quand tu vois une batterie toute complète à 500 balles, voilà, ça peut pas, voilà. Il en faut pour tous les budgets, hein. Bon, nous, on a choisi d'être sur un positionnement différent. On est sur du très haut de gamme. On sait pas faire autrement. Donc voilà, et on souhaite surtout pas faire autrement. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, on a toute la partie expédition. Donc là, tu vois, c'est les caisses claires qui ont été faites aujourd'hui, du coup, qui vont quitter l'atelier demain. Alors là, on est au premier étage du coup de l'atelier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie, en fait, devrait être aménagée sous 1 mois, 2 mois. Donc, c'est ici où on va rapatrier toute la partie production de fûts, en fait. Donc là, on est face à une partie du stock Asbab. Donc ça, c'est un vieux stock Asbab. En plus, c'est un stock qu'on a racheté à Rémi Servas. C'est l'ancien stock de Jacques Capel. Donc, c'est assez historique. Et peut-être que je peux te laisser entre les mains de Benjamin Gravela, notre facteur de batterie,
du coup, qui sera plus à même de t'expliquer. Eh bien, il va faire tout ça, Benjamin. Donc voilà, c'est lui l'expert. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Thomas. Benjamin, bonjour. Salut. Donc tu faisais partie de l'équipe ASBA avant cette reprise-là, c'est-à-dire en fait avant ta reprise. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ah, écoute, dans l'ancienne boîte, j'étais tout comme maintenant à la production avec Jean-Marc des batteries. La seule chose qui a changé, théoriquement, c'est que maintenant on n'est plus employé de la boîte et qu'on est aussi gérant, co-gérant avec tous les quatre. Également aussi, effectivement, maintenant on produit complètement nos fûts et c'est cette branche-là que j'ai développée un peu en parallèle de la production et qui maintenant va bientôt arriver à sa phase entre guillemets définitive avec l'installation des nouvelles matrices qu'on va donc tout ici autour là pour l'instant c'est encore un peu vide mais je crois que tout à l'heure même j'espère qu'ils vont pas m'appeler pendant qu'on parle mais les établis vont nous être livrés le bois pour les établis vont nous être livrés cet après-midi là donc ça avance bien donc voilà tout sera fait ici. On a derrière moi tout un stock de bois. Donc, comme disait Thomas, une grande partie a été rachetée, était le stock originel de Jacques Capel. On a plein d'essences de bois. On fait attention chez ASBA avec quelle essence on travaille. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à aller chercher des essences de bois qui viennent de l'autre bout de la planète, des essences de bois exotiques dont on n'a aucune traçabilité, dont on ne sait pas d'où elles proviennent, de quelle forêt, etc. Notamment des essences exotiques, tropicales. Est-ce que Capel, lui, travaillait déjà avec des essences de bois françaises ou européennes? Alors oui et non. Oui et non parce que déjà pour le coup, quand j'achète du bois chez notre fournisseur qui est juste à côté de Lyon d'ailleurs, je peux avoir une traçabilité. Par contre, le stock de Jacques Capel, je ne sais pas d'où il vient ce bois. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la traçabilité. Et notamment dans les différentes essences avec lesquelles il travaillait, on retrouve des essences un peu exotiques. Ce qui est aujourd'hui une chance parce que il y a notamment des bois qui sont plus autorisés à l'importation aujourd'hui, qui étaient présents dans ce stock et que qu'on a pu refaire venir et retravailler aujourd'hui, notamment du Wenge, etc., des essences qui sont aujourd'hui beaucoup plus réglementées qu'à l'époque. Voilà. Donc si on est amené à travailler avec ces essences de bois-là, c'est issu de vieux stocks de bois. On ne les a pas fait venir expressément pour nous. Voilà. Il y en a toujours en vente des vieux stocks, mais on ne va pas s'amuser à aller demander ça. Couper d'autres arbres. Est-ce que tu peux là nous expliquer succinctement quel bois fait quoi sur une batterie, quelles sonorités peuvent développer? Eh bien, écoute, quand je réfléchis à la sonorité de par l'essence de bois avec laquelle je vais faire le fût, on parle de densité de bois. C'est-à-dire que chaque bois a une densité, donc en kilogrammes par mètre cube, t'imagines, enfin toute une, comment dire, une liste de densités qui vont du bois les plus tendres, donc des résineux, etc., aux bois justement les plus denses, les plus durs, justement les bois exotiques typiquement. Après, on retrouve des bois européens, français, donc souvent des feuillus, comme le chêne, le frêne, l'érable sycomore, et non pas US, c'est pas tout à fait les mêmes. Le hêtre, le noyer, etc., qui sont des bois qui viennent de forêts françaises, le bouleau aussi, ou européennes, et qui sont gérés de manière un peu plus durable que des essences qui viennent par exemple d'Afrique, ou etc., quoi. Voilà, donc j'utilise par exemple le chêne si je veux avoir. Donc le chêne, je ne sais pas si tu pourras en avoir une chute là pour illustrer. Voilà. J'ai une chute de chêne. Donc ça, c'est du chêne typiquement. Voilà. Ça, c'est un bois qui est extrêmement dense, qui pousse assez lentement, donc qui est très dense. Ce que ça va procurer sur le son, c'est que plus un bois est dense, plus il va avoir un son claquant, plus il va avoir de la projection. Et à l'inverse, plus un bois est tendre, plus je vais avoir un son assis avec beaucoup plus de basse, un peu plus rond, quoi. Et donc quand je réfléchis mes sandwichs de plis en fait, parce que c'est une batterie, ce n'est ni plus ni moins que différentes essences de bois, soit toutes la même, soit différentes. Quand je réfléchis mon fût, je vais essayer en fonction de ce que veut le batteur, donc ce que recherche comme son le batteur, s'il veut de la projection, s'il veut un son rond, s'il veut au contraire que ça pète à fond, etc., je vais choisir les essences qui moi me semblent le plus appropriées pour pouvoir après se rapprocher au maximum du son que le batteur recherche. Voilà. Et donc par exemple, un bois qui est dense, sa propriété, est-ce que c'est d'avoir une grosse projection Tout à fait, ouais, exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que si tu allies justement un bois qui est très dense, qui va projeter beaucoup, avec un bois très tendre,
tu vas avoir un mariage qui est super intéressant parce que tu vas avoir de la puissance, mais tu vas avoir du coffre. Chose que si tu mets que du chêne, par exemple, ou que du noyer, ou alors que du wenge, par exemple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je vais avoir un son claquant, donc ça peut être très bien aussi, hein, il claque très fort, mais qui va s'arrêter là, entre guillemets, tu vois. Est-ce que là, on peut voir déjà une certaine courbe des fréquences, en plus, du fait de la projection? Exactement, si tu mesures ça, tu vas pouvoir voir le fût se place plus ou moins haut dans les fréquences. Est-ce que là aussi, ça a à voir avec la consistance du bois? Est-ce que, là, par exemple, plus un bois est dur, plus il est quoi? Plus il va typiquement... En fait, il y a aussi autre chose, c'est que plus un bois est dur, déjà plus il va vibrer de manière aiguë, tu vois, il va vibrer rapidement, alors que plus il est tendre, au contraire, il va être un peu plus mou, tu vois, ça va être un peu plus... tu vas avoir plus de bas, en fait, tout simplement. Donc il y a non seulement l'essence de bois qui joue beaucoup, mais après, il y a la manière dont tu vas l'utiliser. C'est-à-dire, quand tu réfléchis en plis, tu as plusieurs épaisseurs déjà. Tu as typiquement, si on en prend ici, ça c'est un vieux stock de loupe d'orme. Là, non, pas tout à fait de la loupe, mais c'est un vieux stock d'orme. Ça, il fait 0,6 mm, 0,6. Le chêne que je t'ai montré tout à l'heure, il fait 0,9 d'épais. Et si j'en ai des chutes ici, ouais. Là, j'ai de l'érable. Là, j'ai de l'érable qui fait 1,5 mm. Okay. Voilà. Tu vois, c'est pas la même. Donc ça, typiquement, je le travaille pas de la même manière que quelque chose qui fait 0,6. Qu'est-ce qui est plus facile à travailler pour toi? Enfin, est-ce que le plus simple à bosser, c'est un bois qui est tendre justement ou... Pas tant. C'est pas. En fait, le plus simple à travailler, c'est un bois qui va être homogène. C'est-à-dire un bois qui va avoir les fibres resserrées. On l'a bien vu typiquement ici avec l'orme ou le chêne. On voit bien les veines, les pores du bois qui sont très ouverts. Tu vois, on voit bien le. Alors que si je prends par exemple ici du hêtre, là je vois que c'est beaucoup plus homogène. Ah oui. Voilà. Et le bois, donc quand je vais le travailler, va avoir beaucoup moins tendance à fendre par exemple. Il va plus se mettre en forme, va plus se cintrer facilement. Donc après, il y a aussi des façons de travailler telles ou telles essences, des petites techniques, etc., des bénistes à connaître, quoi. Voilà. Et puis bien sûr, après, l'épaisseur de pli va te donner l'épaisseur de fût. Et donc plus un fût est fin, plus effectivement il va résonner, plus il va y avoir de bas. Il y a aussi ça qui rentre en compte dans le sandwich de plis que je réalise. Ouais, c'est-à-dire que plus il y a de plis, en fait, plus le son est contenu et donc il est maîtrisé. Exactement, il y a un peu moins d'harmonique, ça part un peu moins dans tous les sens, etc. Typiquement, si je fais 8 plis 0,6 mm, c'est pas du tout pareil que si je fais 8 plis 0,9 ou 8 plis 1,5. Donc voilà, ça, quand on dit c'est une 6 plis, ça peut être à la fois un fût très épais ou comme un fût très fin. Voilà, il faut aussi savoir comment sont constitués les plis, quoi. Voilà. Okay. J'ai deux catégories de plaquage. J'ai les plaquages que j'appelle de parement. Qu'est-ce que c'est un plaquage? Un plaquage, c'est ça. Si tu veux, c'est un plaquage de bois, c'est une feuille de bois comme ça, comme je te montrais. Donc un plaquage, un pli, c'est pareil. Voilà. Donc les plaquages de parement, c'est les plaquages qui vont être à l'extérieur et à l'intérieur du fût, qui ont des aspects esthétiques beaucoup plus intéressants. Et après les plaquages de remplissage, qui des fois peuvent avoir des petits défauts, des petits nœuds, etc., qui acoustiquement ont un rendu pareil, mais que je vais mettre à l'intérieur du fût, comme ça, pour remplir le fût, en fait, voilà. Et donc souvent, ce qui est pas mal fait, c'est un batteur aime bien le son de l'érable. Je vais faire un fût en érable, mais aime bien l'aspect, du noyer. Et ben, je vais mettre un plaquage extérieur et intérieur en noyer. Souvent, je le fais du coup fin, pour pas que c'est d'incidence sur le son. Et comme ça, voilà, tu as un peu des deux. Tu as l'aspect esthétique comme l'aspect du son qui est respecté, quoi. Voilà. Et donc ici, effectivement, on aura la découpe, l'encollage, la mise en forme dans les matrices, le séchage, et après la découpe des fûts. Donc ça, c'est à terme la totalité de la construction d'un fût ici. Voilà. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon voilà, on est avec Jean-Marc et Jean-Marc il va faire un truc incroyable, c'est qu'il va nous faire un marbre en direct. Marbre en direct. En direct le mec. Attends, faut que je me récupère un poil. Donc tu vois là, on est sur une grosse caisse de 18. C'est une rive gauche avec du tweed, une petite grosse caisse de salon. Et j'étais en train de faire le marbre. Et donc du coup, je viens de m'enlever un poil de barbe et qui fait à peu près 1/10. Donc je le mets sous mon chanfrein. Et si tu regardes bien, tu vas voir un petit jour. Tu le vois,
Pas sûr qu'on le voit là. Attends, si je te mets un peu plus de lumière là, comme ça. Tu vois bien qu'un petit jour. Maintenant, on voit bien qu'il y a un petit jour. Voilà, un petit jour. Donc ça, c'est le petit jour du poil. Ça, c'est le petit jour de mon poil. Ok. Écoute, c'est formidable. Et ça, après tu l'enlèves. Et après, il n'y a plus rien. Et, Voilà. et donc là, il n'y a plus rien, c'est ça que tu dis. Voilà, et ça fait des batteries super faciles à accorder. Vu que la peau file de partout et que c'est très très mécanique en fait un fût. Ah bah on a un cahier des charges qu'on tient. Hein. Alors bien sûr, on met pas tout le temps le même coup de rabot. Ça dépend de notre humeur. L'artisanat c'est ça, c'est qu'on fait des choses vivantes et qui vont faire bouger des gens, qui vont être sur des scènes, qui vont apporter quelque chose de magique. Donc on prend le temps de les faire, on n'est jamais pressé, même s'il y a pas mal de fiches de commande, on prend vraiment le temps à chaque instrument qui sortent, on bâcle rien du tout. Alors des fois on passe un peu trop de temps et on est souvent à la bourre, mais on ne veut pas augmenter la cadence ou prendre des gens en plus pour faire du chiffre ou quoi que ce soit. On veut que tout ce qui sort de l'atelier sonne. Ça c'est vraiment le mot d'ordre de la manufacture, c'est qu'il n'y a rien qui sort si c'est pas bon. C'est arrivé, je le dis pas, on n'est pas parfait. mais s'il y a un problème, il n'y a pas de souci, on nous appelle ou on reprend tout, on refait tout, on s'excuse 1000 fois et puis c'est reparti. Mais il y a un dialogue, c'est pas comme dans les grandes boîtes où tu reçois ta batterie, bah, tu as le magasin qui dit bah non, c'est comme ça. Voilà. Non, nous on est là, on fabrique des batteries, on parle avec des musiciens qui fabriquent de la musique. On est ensemble, on est un petit peu les mécaniciens et c'est les pilotes. Enfin bon, il y a plein de métaphores qu'on pourrait donner, mais on est en osmose avec les musiciens qui viennent nous voir, quoi. On a vraiment envie de... Là, on est en train de travailler, on le répète pas mal en ce moment parce que Simon Goubert, on l'aime beaucoup, c'est le claviste de Magma qui est batteur à l'origine, qui est un très très bon batteur de jazz. Et on est en train de travailler sur une petite jazzette. On développe les fûts ensemble. On lui a fait des prototypes de fûts qu'on a collés, qu'il a même collés avec nous. Et puis on essaye. Là, pour l'instant, on est sur l'être. On va mélanger un autre bois avec. On va lui envoyer. Il va faire ses essais. Il va nous dire la finition. Enfin, il y a un échange. On lui envoie. Il essaye. Alors, il a un fût référence qu'il a monté ici, qui lui convient. On va essayer de faire mieux. Donc on essaye toujours d'aller chercher le truc ultime pour ce musicien-là. Alors on fait pas mal de métal aussi. On était très surpris que ces fûts métal sonnent comme ça. Ça, c'était une grosse surprise. Parce qu'on est allé voir des gens quand même qui n'étaient pas disposés à faire des fûts de batterie quand même. Mais on leur a fait les dessins et puis on a une super collaboration avec l'atelier forisienne. Ça, c'est sûr que ils ont vraiment un savoir-faire. Ils sont précis et leur fût résonne super bien, quoi. On est très content de la métal. Puis en plus maintenant on peut la décliner en n'importe quelle couleur parce que on met de l'époxy dessus, donc ça passe dans un four. C'est déjà en inox, ça passe dans un four, donc autant te dire que la batterie elle est super costaud. Tu peux jouer dans une cave très humide, elle va pas pourrir, elle va pas gonfler. Tu peux même être inondé. Tu sors ta batterie de l'eau, tu la fais sécher au soleil, tu joues dessus. C'est vraiment costaud. On pourrait même la garantir à vie. C'est indestructible. Ah, ça peut tomber c'est indestructible, c'est incroyable. Il y a une faculté aussi à l'accorder. Et ouais, ça s'accorde super facilement, ça a des méga basses de dingue. Non, c'est une très grosse surprise. Parce qu'à l'époque, Alfred et Simone Boudard avaient sorti la batterie métal que justement Magma voulait et que Christian Vander voulait. Et d'ailleurs, Christian Vander, paraît-il, je ne lui ai pas posé la question quand il est venu, mais il est allé l'essayer dans le camion quand elle est arrivée, tellement qu'il était pressé de la récupérer. Et donc, du coup, il faisait des bords, il faisait pas de bords écrasés, c'était des bords coupés, et il mettait du caoutchouc dessus. Okay.
Donc ça avait tendance à matifier le son. J'ai joué déjà sur des batteries comme ça. C'était de l'acier chromé. Mais il y a ce caoutchouc autour. Puis alors si tu veux l'enlever, bon bah ça va sonner, mais pas longtemps parce que c'est très coupant. Donc ça avait un problème. Donc quand je suis allé voir la... Les finitions, elles étaient pas... Bah, les finitions, ils n'avaient pas le... Ils avaient... Ouais, ils n'avaient pas l'infrastructure, enfin les machines pour faire des bords écrasés. Alors c'est tout simple, hein, le bord écrasé, tu l'écrases, la feuille fait 1 mm, tu l'écrases au niveau de ta peau, ça fait 2 mm parce que tu as un bord qui rentre à l'intérieur, mais c'est bon, bah, c'est très plan, hein, c'est parfaitement plan, mais c'est directement le métal, tu n'as pas de caoutchouc, et ça sonne terrible. Voilà, on est content. Et le fût, c'est le sommet du chanfrein. Parce que sur les bois, tu vois, tu as des chanfreins qui sont arrondis, des chanfreins à 45, des chanfreins comme chez Gretsch à 30. Bon, ils ont tous leur petite recette. Mais là, là, il n'y a pas de chanfrein en fait. Le fût, c'est là où touche la peau. Oui, c'est ça. Donc c'est très particulier. Et puis on a fait les fûts un peu plus petits pour que ça sonne mieux parce que quand c'était... Bon, bref, on a fait notre recette et ça marche. Et là aussi, ces fûts-là, ils sont disponibles dans toutes les dimensions aussi. Ah oui, même des dimensions qui n'existent pas, on fait les dessins et là on a sorti une petite 12 par 4,5. Elle est terrible. Violette, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Elle sonne terrible. On fait presque à la demande. On a une cinquantaine de dimensions de fûts différentes. En métal, hein. En métal. Ouais. En métal, ouais. Ouais, du 22 par 18, tu veux même nous demander du 20 par 20 ou comme la Capelle Turbo du 22 par 32, mais bon, je sais pas si ça sonnerait bien ou si c'est effectivement valable de faire ça, quoi. On le voit avec cette visite de l'atelier, Asba est une marque qui a un certain savoir-faire et qui aime à le partager. C'est aussi une entreprise qui a une tradition et donc une longue histoire. J'ai donc invité Thomas et Léo à nous raconter l'histoire dont ils ont été témoins, c'est-à-dire l'histoire de la reprise de cette marque il y a quelques années. Asba, c'est une marque qui naît en 1927, donc il y a 98 ans, on fête les 100 ans dans 2 ans. Et donc c'est une marque qui à l'origine fabriquait des pupitres pour musiciens, des sourdines pour trompettistes, des instruments de bruitage pour le théâtre, pour le cinéma. Et donc une société fondée par Alfred et Simone Boudard, donc Asba, Alfred et Simone Boudard, accessoires. Donc voilà, société qui pendant la Seconde Guerre mondiale s'est mis à faire des batteries, des caisses claires, toutes ces choses-là. Et la société a périclité en 1983. Donc, Quelle raison tu sais ça alors il y a, ouais, alors il y a eu toute la partie concurrence d'Asie, mais des États-Unis également. Plusieurs facteurs qui ont fait, ils ont pris peut-être le virage des pots métriques vers les pouces peut-être un peu tardivement. Voilà, il y a eu plusieurs bruits de couloir. Actuellement, on est en train de travailler sur l'écriture d'un livre justement. On a une journaliste qui travaille là-dessus et qui nous en dira plus. On en découvre un petit peu de jour en jour. On sait qu'Asba a inventé le pied-perche. On pense qu'Asba a inventé le tilter à Charleston aussi. Enfin voilà, on en apprend un petit peu tous les jours et voilà. Mais c'est une histoire qui existait avant que nous on vienne au monde. Donc voilà. Aujourd'hui, on est porteur de cet héritage et l'idée, c'est de bien faire les choses pendant le temps qu'Asba est entre nos mains. Alors, nous, cette aventure-là, on l'appelle Asba 2. Parce qu'il y a la première aventure Asba 1 qui est de 1927 à 1983. Ensuite, Asba ferme en 83. Pendant plus de 30 ans, il ne se passe absolument rien. Et Asba 2 commence en 2017, où deux passionnés de la marque décident de refaire vivre Asba. Donc, il y a tout qui est à refaire à ce moment-là. Hein. Vraiment, il n'y a plus du tout de cahier des charges. Il faut retrouver des fournisseurs, etc. Donc, ça a été un boulot qui a duré 2 ans et demi, je dirais. Ensuite, on s'est lancé commercialement début 2020, donc on a eu du pif. Donc voilà, Covid, ça a été très compliqué. Les 2 anciens associés se sont un peu disputés, voilà, donc il y a eu un schisme au sein de la direction. Et donc Benjamin, Jean-Marc et moi-même, on s'est un peu retrouvés tout seuls pendant un moment, sur les 6 derniers mois, on va dire, de vie de Asba 2. Donc là, on est fin 2022. On s'est retrouvé un petit peu tout seul. Donc on a essayé de gérer comme on a pu. Mais voilà, face au passif qu'avait accumulé l'ancienne société, nous,
On s'est retrouvés sans salaire, et puis ils ont liquidé la boîte le 14 février 2023, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était un sacré cadeau de Saint-Valentin. Et donc, suite à cette fermeture, je me rappelle très bien de cette journée, on nous annonce qu'on va liquider la boîte. Donc j'étais avec Jean-Marc, on était scotchés, quoi. On était estomaqués, on se disait mais comment on a fait pour en arriver là, quoi. Sur les derniers mois de vie d'Asba 2, avec Jean-Marc et Benjamin, on n'a jamais autant vendu de batteries à l'époque. Parce qu'on a pris un petit peu les rênes, on s'est dit, attends, on sait fabriquer des batteries, on sait les vendre, on sait que nos produits, ils sont cool, les batteries, elles sonnent d'enfer. Et donc, on s'est dit, on va essayer. Et donc, sur les derniers mois, on a mis notre stratégie un peu en place, et ça marchait plutôt bien, quoi. Et ensuite, il y a eu la liquidation. Donc là, on était vraiment, vraiment dans le mal. Et en même temps, on s'est dit, mais attends, on sait les fabriquer, on sait les vendre, on sait en parler. Mais merde, quoi, on va essayer. On va essayer de reprendre Asba, dans un premier temps tous les trois. Et donc Thomas nous a rejoints en cours de route. Et donc il a fallu préparer un peu vu que ça a été liquidé, il a fallu préparer la vente aux enchères. Donc on a fait une première proposition au liquidateur à l'époque. On lui avait proposé 30 000 €. Il nous a un peu rionné en disant « Oh, je me ferai beaucoup plus sur des enchères ». Et donc, on y allait le jour J avec vraiment la boule au ventre. C'est, je pense, une des journées les plus stressantes de ma vie. Donc, on est arrivé dans cette salle des enchères, on avait tous mis un t-shirt Asba pour bien montrer qu'on était là, qu'on disait « Ouais, c'est notre marque, on va essayer de la récupérer ». Alors, comment ça se passait ? Il y avait différents lots. Il y avait un lot qui comprenait tous les actifs immatériels, donc la marque, les brevets, les noms de domaine, des choses comme ça. Et ensuite, il y avait tous les lots physiques qui étaient répartis en 10 lots. Et il y avait un 11e lot qui était en fait l'ensemble de tous les lots physiques. Donc celui qui surenchérissait sur le lot numéro 11 repartait avec l'ensemble des lots physiques. Donc on s'assoit, on stresse, et on était au tout début de la vente aux enchères, donc c'était assez particulier parce qu'on s'est retrouvé au milieu de, je sais pas moi, de voitures, de vente il y a un conteneur rempli de papier toilette par exemple, il y avait tout un magasin de coiffure. À l'époque du Covid, les mecs faisaient du stock. Le papier toilette, c'était cool. Non mais voilà, il y a un mec qui a quand même acheté un conteneur, pour l'anecdote, un conteneur rempli de PQ pour 500 balles. Voilà, je pense que maintenant il est tranquille à vie. Vous faites ce que vous voulez avec l'anecdote, mais c'est un truc de ouf. Donc nous, on arrivait très très vite en fait dans cette vente, c'est-à-dire que le commissaire dit « Je vous propose une marque de batterie, Asba, voilà, pour valeur 5 000 €. » Donc moi, je lève la main. Sachant qu'il y avait des personnes en présentiel, mais aussi par téléphone ou en ligne. Donc on était un peu stressés, on ne savait pas ce qui allait se passer. Je lève la main pour l'enchère à 5 000 €. Donc là, c'est un temps qui te paraît 3 heures, mais en fait, ça dure 5 secondes. Il regarde à droite, à gauche, il en remet une couche, personne n'est intéressé, et puis, au final, il adjuge. Donc là, à ce moment-là, tu as un espèce de... Il a tapé les 3 coups pour 5 000. Il fait 5 000, voilà, ça a adjugé. Et donc là, tu as une espèce d'enclume qui s'envole, et tu fais... On a fait 95% du boulot. Parce que si on n'arrivait pas à récupérer Asba, on n'aurait pas relancé une autre marque. Du coup, le nom de... Donc on récupère, donc dans un premier temps, tous les matériels, donc la marque, les brevets, les noms de domaine, enfin tout ce qui est intangible, quoi. Et ensuite viennent les lots physiques. Donc nous, notre stratégie, c'était de ne pas surenchérir, de ne pas se positionner sur les différents lots physiques, mais sur ce fameux 11e lot. Donc les enchères se passent, il y a des lots qui intéressent plus ou moins les gens. Par exemple, il y avait un lot rempli de pots, donc ça, il y a eu un petit peu la bagarre. Ensuite, il y a eu, pour des machines, par exemple, une scie, ça, il y a eu un petit peu la bagarre. Et donc, on arrive au 10e lot, et puis le 10e lot est acquis par l'une des personnes qui étaient dans la salle. Et ensuite, il nous parle de ce fameux 11e lot. Et en tout, le global des 10 lots faisait 9 910 000 €. Et donc, il dit, je vous propose, donc ce lot s'appelait la capacité de réunion de tous ces lots physiques. Et donc, moi, j'ai levé la main. Donc, 10 000 une fois, 10 000 deux fois, 10 000 trois fois, bam, adjugé vendu. Donc, on a tout récupéré pour 15 000 €. Donc, pour nous, c'était chouette parce qu'on avait... c'est vraiment... Quand je dis qu'on a mis tout notre cœur dans Asba, c'est vrai, mais quand on a mis aussi toute notre oseille, c'est vrai aussi.
Donc voilà, pour nous, c'était... Et surtout, c'était la moitié du prix que tu m'as annoncé Exactement. il y a 2 minutes. Donc on est passé devant ce fameux commissaire, il m'a dit merci beaucoup, on a fait une belle affaire, quoi. Donc voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on était super contents. Et donc il a fallu déménager l'ancien atelier. Donc en un temps record, en une semaine, on a dû vider 4 ans, 4-5, qui était à Croix-Rousse, dans le quartier de la Croix-Rousse. Bah ouais, vraiment en face de chez moi où j'habitais. On a mesuré au sol, il y a deux Léo et demi au sol, de Asba là où j'habitais. Voilà. Donc une unité de mesure. Hein. Donc il a fallu déménager l'ancien atelier. Il a fallu stocker tout cet ancien atelier. Donc on a eu de la chance, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Et ensuite, il a fallu trouver un atelier. Donc, c'est pas facile parce qu'on est sur Lyon. Les loyers sont super chers. Et puis, courant de l'été, peut-être fin juillet, début août, on trouve, là, dans cet atelier, on se trouve aujourd'hui, dans un état lamentable. Mais Jean-Marc, il a tout de suite... il a dit, attendez les gars, il se passe un truc, quoi. Il s'est tout de suite projeté. Et avec l'aide de Benjamin, qui est super fort en 3D, ils ont pensé, en fait, notre futur atelier. On s'est positionné. Notre dossier a été accepté et puis on est emménagé ici le 4 octobre 2023. Voilà. Et ensuite, il a fallu rapidement commencer à préparer cet atelier de manière, on va dire, plus pragmatique, dans le sens où il fallait imaginer les espaces de travail de Jean-Marc et Benjamin. Et ensuite, faire le déménagement. Donc, il y a eu 4 mois et demi, 5 mois de travaux avant de se lancer dans la production à 100%, quoi. Sachant qu'entre-temps, même pendant les travaux, ils ont commencé à fabriquer de la batterie, notamment pour l'Orchestre National de Genève ou New Look, qui est un gros backliner en France. Donc voilà, on a vraiment repris la production, on va dire, mars-avril 2024. Et pendant ce temps, il a fallu tenir les gens informés parce que on le dira jamais assez, mais il faut répéter les informations pour que ça rentre. Donc nous, on tenait au courant les gens. On est devenu en fait très transparent vis-à-vis des. Je vais parler là en tant que communicant, mais de la communauté qu'on avait. On est resté très transparent parce que c'est quelque chose qu'on faisait un peu moins sur Asba 2. Et on s'est vraiment fait une promesse tous les 4. Quand Thomas nous a rejoint, que vraiment on n'aurait plus rien à cacher en fait aux personnes, parce qu'on sait qu'on travaille bien, on sait qu'on fait des beaux produits, et donc qu'on aurait envie de partager ça avec le plus de personnes possible. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos de l'installation, des travaux. Maintenant on montre comment on bosse, on reçoit du monde, chose qu'on faisait moins avant, mais qu'aujourd'hui on met vraiment un point d'honneur à recevoir les batteuses et les batteurs qui viennent nous voir pour leur montrer qui on est et comment on bosse. Et ça, on le fait maintenant ça fait 1 an et demi qu'on est dans cet atelier. Ok. Merci Léo. Je t'en prie. Voilà de retour chez moi. Vous avez pu suivre dans cet épisode la fabrication d'une batterie artisanale chez Asba. Et vous avez pu avoir un pan de l'histoire d'Asba à partir de la reprise par ses employés. Dans un second temps, c'est-à-dire dans un deuxième épisode, nous allons recevoir Philippe Nas qui lui va vous conter l'histoire d'Asba bien sûr, mais un peu de l'histoire de la batterie française, puis de l'histoire donc d'Asba à partir de sa création en 1927, jusqu'à ce que Asba ferme ses portes dans les années 80. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour cet épisode plus historique. Et je vous fais un petit rappel, j'écris toujours dans Batterie Magazine la rubrique Un peu d'histoire. Et ce mois-ci, c'est un sujet tout à fait différent puisqu'il s'agit de l'histoire de la batterie électronique. Voilà, je vous rappelle qu'il faut mettre un petit pouce, qu'il faut également vous abonner à la chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver cet épisode en podcast sur votre plateforme préférée. Alors à bientôt pour le deuxième épisode sur l'histoire d'Asba. Salut!